sommes avec Michel Allais ce soir. Je suis ravi de vous accueillir. Suzanne, qui a bravé le virus, est arrivée jusqu'à Paris depuis sa Suisse. Et donc, comme il en est désormais la tradition, je vous invite à nous dire d'où vous vous connectez dans le chat et à vous présenter succinctement, de manière à ce qu'on sache qui est dans la session. Qui a eu pas mal de succès. On pourra donc démarrer à l'heure, puisque nous serons suffisamment nombreux pour ça. Michael de Bruxelles. Bonjour Michael. Bonjour Luc, bonjour à tous. Tu vas bien? Bonjour. Oui, merci. Bonjour Michel. Suzanne, qui est Salut, exceptionnellement Suzanne. à Paris. Jean-Yves à Toulouse. Véronique à Nantes. Emmanuel à Montpellier. Isabelle à Liège. Cathy à Mons. Yannick Bolati. Bonjour Yannick de Fusis à Bruxelles. Bonjour Corinne en Espagne, à Alicante. Donc c'est une session francophone ce soir, mais comme les Français et les francophones sont partout, ça ne change pas grand-chose. André Dan, qui est à Paris, en France, en Europe et dans le monde. Bernard de Bruxelles, Roselyne de Belgique. Vous pouvez continuer à mentionner dans le chat d'où vous vous connectez. On démarrera bien à l'heure, je pense. Sophie qui est dans son TGV. C'est bien. Même les connectés mobiles sont avec nous. Fribourg. Donc le principe aujourd'hui, après ma brève introduction, c'est que Michel Allais, le dirigeant de Partenaire Professional, fera une présentation sur la façon avec laquelle il empower en bon anglais, il fait monter en puissance ses équipes et en autonomie ses équipes pour atteindre des résultats supérieurs à ce qui est fait, je dirais, dans des organisations dites traditionnelles. À l'issue de cette présentation qui est structurée et qui, je pense, vous intéressera tous. Vous savez que toutes nos émissions sont consultables en replay sur YouTube, mais également vous pourrez, je pense qu'on partagera les transparents que Michel a eu la gentillesse de préparer pour cette session. Donc vous aurez la totalité des supports, et suite à quoi donc Suzanne, Milly, Nassim et moi, enfin l'équipe d'organisation de NextGen, nous aurons le plaisir de poser quelques questions. Je pense qu'on ira rapidement pour également rapidement ouvrir le débat avec tous, puisque c'est quand même pour cela que nous faisons ces sessions les plus interactives possibles. Et on rendra l'antenne, comme d'habitude, le plus à l'heure possible à 6 heures, de manière à ce que vous puissiez bien délimiter votre temps et passer à d'autres activités. Alors, on a encore des Fribourgeois qui se sont connectés, des Nantais, Bruno de Belgique. Voilà, je pense qu'on va pas tarder. Et puis ça fera venir les autres. Et donc, Milly, je te propose de les accueillir au fur et à mesure. On a une session qui va être assez riche, je pense, en contenu. Donc, je vais me permettre de démarrer. Et puis ensuite, je passerai la parole à Michel Allais pour sa présentation. Bien, démarrons. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle session Thriving de NextGen, une des dernières avant le sommet, qui, je vous rappelle, aura lieu. Alors, le 25, on remettra les awards, c'est une soirée. Avant ça, d'ailleurs, je dois le dire, le 9 novembre,
pour ceux qui ont la chance d'être à Paris à cette date-là, à 17h30 au Vojo. Vojo, c'est une adresse de coworking à Madeleine à Paris. Vous pouvez pas le louper. Nous ferons une soirée dédicace du livre L'entreprise nouvelle génération. Et puis le 25, donc remise des awards, le 26 et le 27, le sommet. Et donc le dernier Striving, on le fera la semaine prochaine avec Laurent Ledoux de Fusis. Je vais commencer cette session en vous disant quelques mots sur notre invité, qui est un invité exceptionnel pour plusieurs raisons, parce que la première, c'est que les passages at scale des organisations à gouvernance partagée, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Et en Belgique, c'est un exemple tout à fait notable et particulier. Et donc, je suis très heureux. On parle de Partena dans le livre, l'entreprise nouvelle génération. On avait fait un podcast ensemble, Michel, il y a quelques mois, et j'ai le plaisir de faire ce Striving avec vous. Je pense que vous êtes un exemple extrêmement intéressant d'entreprise qui s'ancre dans une histoire et qui a un vécu et qui se projette sur une transformation managériale sans précédent et qui est tout à fait remarquable. Pour expliquer qui vous êtes, mais vous pourrez le préciser à votre tour. Donc, vous avez été un professeur de néerlandais et d'anglais. Ensuite, vous avez eu un parcours de dirigeant diversifié, notamment au sein de British Electric et Traction, de Van Gansewinkel, j'espère que je prononce bien, de House of Marketing, Deloitte et enfin Partena Professionnel, dont vous avez été le directeur financier avant d'en devenir le PDG. Vous êtes membre du conseil d'administration de plusieurs organisations, donc vous êtes un dirigeant reconnu en Belgique et en Europe, et en particulier aussi pour vos compétences en matière de stratégie et de gestion du changement. En 2009, vous avez donc rejoint Partena Professionals en tant que directeur financier et stratégique, et vous êtes devenu directeur général adjoint en 2014, et vous travaillez aujourd'hui à mieux adapter, je dirais, les attentes des clients de Partena dans une organisation à la fois efficace et autonome. Et c'est cette articulation entre efficacité et autonomie qui est intéressante, l'une nourrissant l'autre. Vos équipes, elles sont éminemment pluridisciplinaires. Elles sont, et vous y tenez, directement responsables devant les clients de Partena dans son ensemble, je dirais. Elles sont responsabilisées. Vous avez décrit des rôles qui ont permis de clarifier une organisation interne sur la base d'une hiérarchie d'équipe, non d'une hiérarchie de subordination, avec des objectifs opérationnels qui sont en ligne avec les priorités partagées par le collectif que vous avez mobilisé et fédéré derrière la raison d'être de Partena. J'aime beaucoup votre devise. C'est un souci chez moi ou... Oui, vous m'avez... T'as perdu. Vous m'avez perdu. Bon, vous m'avez retrouvé. J'en étais donc à la devise. Je pense que vous l'avez entendu. L'expérience est simplement le nom que nous donnons à nos erreurs d'Oscar Wilde. Et puis les valeurs, donc la confiance. Les gens peuvent faire de grandes choses s'ils en ont l'occasion. Le respect, même et surtout quand les gens font des erreurs, ils méritent le respect tant qu'ils apprennent. La responsabilité en est le corollaire. Voilà, donc toutes sortes de valeurs et de devises qui vous alignent complètement avec ce que nous décrivons dans notre livre comme les caractéristiques de l'entreprise nouvelle génération, qui n'est pas forcément une nouvelle entreprise, bien entendu, et Dieu merci. Et je vous laisse désormais la parole, Monsieur Allais, pour nous décrire la façon avec laquelle vous mettez en œuvre cette gouvernance collaborative, puisque c'est le terme que vous utilisez, et qui est la caractéristique désormais de Partena. Merci Luc et bonsoir à tous. Je suis heureux de pouvoir partager aujourd'hui une expérience, un trajet, des convictions et quelques résultats, puisque nous sommes aujourd'hui, comme Luc l'a précisé, en phase de déroulé, que nous avons
à peu près 500 collaborateurs qui sont déjà engagés dans la gouvernance collaborative et que nous avons déjà les premiers résultats, et particulièrement en termes de satisfaction client. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour les amis français qui ne connaissent pas le marché belge et qui ne connaissent pas notre entreprise, je vais tenter de vous la décrire par rapport à ce que nous faisons pour nos clients. Notre mission, notre raison d'être, c'est entreprendre avec les entrepreneurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nous sommes en fait un groupe de services RH, mais défini au sens très large autour de l'entrepreneur. Si vous décidez de lancer votre activité professionnelle en Belgique, vous allez devoir accomplir un certain nombre de formalités par rapport aux administrations fiscales et par rapport à l'ONSS, l'Office national de sécurité sociale, etc. Et vous avez besoin de nous. Si vous engagez votre premier employé, vous avez besoin de nous. Si vous lancez votre business à titre indépendant et que vous avez besoin d'un statut d'indépendant pour vous aider à calculer vos cotisations, à préparer votre pension, vous avez besoin de nous. Si vous engagez plus de personnes et que vous voulez automatiser vos processus RH, vous avez besoin de nous. Si vous voulez faire de l'optimisation de salaire, de l'optimisation fiscale, de l'optimisation d'organisation au niveau des process RH, vous avez besoin de nous. Donc, vous voyez, nous sommes une entreprise avec une palette de services très large qui tournent tous autour de l'entrepreneuriat, de la création d'emplois et de l'organisation des ressources humaines. Alors, le pourquoi, si vous voulez, de cette démarche de gouvernance collaborative, il faut le trouver dans nos racines. Vous disiez tout à l'heure, Luc, qu'on ne doit pas nécessairement être une entreprise nouvelle pour être une entreprise moderne. Nous avons 75 ans d'existence et c'est donc une entreprise qui est née au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'instauration, si vous voulez, d'un système de sécurité sociale bien connu, la Belgique, un système compliqué, certes, mais très avantageux, assez généreux par ailleurs, et dans lequel nous nous sommes inscrits dès le départ comme un acteur. Et c'est important parce que ça caractérise deux choses importantes dans notre culture. La première, c'est que, évidemment, vous avez entendu nos activités, elles reposent sur de l'expertise juridique, fiscale, comptable, financière, informatique. Nous sommes donc des métiers d'experts. Et ça influence très fort notre culture dans le sens où un expert se comporte comme un expert. Un expert courtise son expertise, développe son expertise. Un expert est extrêmement attentif à ses processus. Un expert est extrêmement attentif à la minimisation du risque pour son client et pour lui-même. Un expert est extrêmement attentif à la conformité de ses recommandations. Et donc, un expert, c'est quelqu'un qui va plutôt expliquer ce que l'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire dans un cadre donné, que ce soit un cadre fiscal, un cadre juridique ou un cadre financier. C'est donc tout sauf un entrepreneur. Et la deuxième caractéristique, c'est que, étant né de et avec la sécurité sociale, nous sommes by design, je vais passer les détails du pourquoi parce que ça n'a pas de valeur ajoutée dans notre propos ce soir, mais nous sommes des organisations qui sont juridiquement des associations sans but lucratif, donc nous sommes dans le non-marchand. Et donc, si vous voulez, les entreprises de notre secteur et notre entreprise en général ont organisé toute leur structure, tout leur savoir-faire, tout leur savoir-être autour de cette expertise dans une culture sociale. Et une culture sociale, ce n'est pas nécessairement opposé à une culture d'entrepreneur, mais ça n'est pas non plus nécessairement une culture d'entrepreneur. Et donc, c'est une culture qui est marquée par beaucoup d'expertise et beaucoup de bienveillance. Ce sont deux choses importantes
qui sont des choses qui nous caractérisent, qui sont aussi une partie de notre richesse, mais qui constituent parfois aussi une barrière à ce que nous voulons être. Parce que si nous demandons à nos clients ce que nos clients attendent de nous, ce que nos clients attendent de nous, c'est que nous soyons bien sûr des experts, parce que ce sont des expertises, ce sont des matières compliquées pour lesquelles ils n'ont pas eux-mêmes toute l'expertise nécessaire, mais ils attendent surtout que nous soyons innovants et que nous apportions des solutions qui ont un impact sur leur business. Et donc, plutôt que de leur expliquer ce qu'ils ne peuvent pas faire dans un cadre délimité, en chargeant un peu et en forçant le trait pour rendre le propos très clair, ils attendent plutôt qu'on leur explique comment ils peuvent optimiser leur business en restant évidemment dans les limites du cadre juridique, du cadre fiscal, etc., mais en explorant en même temps ces limites pour pouvoir en tirer le maximum. Donc, ça représente un changement, si vous voulez, passer de cette culture d'expert vers une culture d'entrepreneur. Ça représente un changement. Et changer, c'est difficile. Et on identifie au moins 3 raisons pour lesquelles le changement est difficile. Et la première, c'est notre culture, justement, parce que la culture, c'est l'ADN de l'entreprise. Et quand j'entends parfois des collègues ou dans d'autres entreprises, ou même parfois d'ailleurs des membres de notre board ou des membres de l'entreprise qui disent qu'il faut changer la culture, je pense que changer une culture, c'est extrêmement compliqué. En fait, on peut améliorer la culture, on peut la faire évoluer en implantant des nouveaux comportements, mais changer une culture, c'est extrêmement compliqué. Et pourtant, ce changement de culture, il est vraiment indispensable parce que toute la stratégie qui sous-tend tout ce que je viens de vous expliquer en termes d'entrepreneuriat, en termes de matière, en termes de services, etc., elle ne peut évidemment pas s'exprimer, elle ne peut pas se dérouler, s'implémenter si on n'a pas la culture qui va permettre justement de faire cela de manière efficace avec le résultat escompté pour nos clients. Et donc, cette culture, elle doit aujourd'hui, certes, garder ses atouts, mais elle doit s'inspirer beaucoup plus du client, partir des besoins du client, partir du résultat qu'attend le client pour organiser toute l'entreprise, pour organiser toute l'activité et pour inspirer les bons comportements, les comportements qui vont faire en sorte que les experts délivrent les résultats attendus par les clients. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est une deuxième difficulté, c'est que nous sommes dans un environnement très complexe. Complexe parce que nos métiers sont des métiers qui sont évidemment très fortement impactés par la digitalisation. Et donc, à côté de cette transformation ou en parallèle de cette transformation culturelle dont je vous parle, il y a évidemment la transformation technologique à laquelle nous sommes tous confrontés. Compliqué parce que ou complexe parce que l'environnement belge est un environnement complexe, n'est-ce pas? Nous sommes un petit pays avec une population inférieure à celle de Paris, mais nous avons 3 régions avec des législations différentes, des points de vue différents sur bien de choses. Et donc, c'est assez difficile de faire notre métier dans un environnement comme celui-là. Et puis aussi, complexe par nature, parce que les experts sont des personnes qui développent leur expertise, qui développent des structures, qui développent des processus autour de cette expertise, mais au sein de leur groupe d'experts. Et donc, nous nous retrouvons de facto, après 75 ans d'existence, avec des silos d'expertise qui fonctionnent les uns à côté des autres, mais non pas les uns avec les autres pour donner un résultat au client. Et le troisième élément qui fait que le changement est compliqué, c'est la rigidité. La rigidité d'une organisation ou de plusieurs organisations qui constituent l'entreprise que nous représentons aujourd'hui, qui sont des activités qui sont logées au sein d'entités juridiques séparées, avec des structures pyramidales. Quand je dis pyramidales, c'est hiérarchique, avec un management souvent pléthorique, une prise de décision extrêmement top-down, très traditionnelle. Et donc, ce sont des structures, si vous voulez, qui font que même si vous faites des efforts pour influencer la culture, même si vous faites des formations, même si vous faites du coaching pour donner la chance à tout qui le veut de pouvoir évoluer, aussi longtemps
que vous avez ces structures rigides qui constituent l'organisation, mais lorsque les gens reviennent de ces formations ou lorsque les gens ont reçu ce coaching, ils sont happés par la machine et qui se chargent de les remettre dans les anciens plis dans lesquels ils ont été formatés pendant de nombreuses années. Donc ce sont trois choses qui sont finalement des freins au changement que nous voulons réaliser. Alors comment avons-nous réalisé ce changement? Ça fait des années que nous parlons de ce changement. Je pense que les premières discussions que nous avons eues remontent à 2016. Je me souviens, c'était une mise au vert avec ce qu'on appelait à l'époque le comité de direction, et nous réfléchissions à pourquoi le changement était si difficile. Et on invoquait plein de raisons qui sont liées à finalement des faits qui sont liés à l'organisation, qui sont liés aux personnes, etc. On avait beaucoup de mal à prendre de la hauteur et à concevoir un plan intégré qui nous permette de changer les choses. Et donc, on a travaillé par essai-erreur. On a d'abord essayé, en laissant énormément d'autonomie aux managers dans les différentes entités, de redéfinir un nouveau cadre pour l'autonomie. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les managers n'ont pas redéfini un nouveau cadre d'autonomie, ils ont en fait bougé le curseur dans l'organisation hiérarchique qui était la leur. Et donc, oui, on a discuté par exemple du montant d'une note de crédit, où on passait de 25 € d'autonomie à peut-être 250 € d'autonomie. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Et je donne un exemple comme ça, mais on a eu beaucoup de situations qui étaient anecdotiques finalement par rapport à l'enjeu de la transformation. On a ensuite, par hasard, lu un bouquin qui a quand même marqué beaucoup l'organisation, Reinventing Organizations de Laloux, que vous avez probablement à peu près tous lu. C'est un bouquin qui nous a marqué. On a eu ça pendant les vacances en 2017, si je me souviens bien. Mais ça ne nous a pas inspiré non plus à nous mettre en mouvement. Pourquoi? Parce qu'on trouvait qu'il y avait une partie assez dogmatique. Et donc, on voulait absolument éviter le dogme, on voulait absolument éviter d'ajouter de la rigidité à la rigidité. Et puis, nous avons alors développé un contexte ou un cadre de leadership. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup servi. On a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait en fait transformer les comportements, comment pourrait-on implanter de nouveaux comportements. Et donc, nous avons défini un cadre de leadership avec 4 dimensions qui sont pertinentes, si vous voulez, pour le défi que nous devons relever. La première, c'est act as an entrepreneur, demander à nos collaborateurs de se comporter comme des entrepreneurs. La deuxième, c'est be the change, c'est accepter que votre environnement va changer en permanence. La troisième, c'est care for people. Et care for people, c'est quoi? Mais c'est justement, c'est essayer de cultiver cette culture du feedback, c'est de faire en sorte que les gens se donnent un feedback quand ils en ont un à se donner, et pas seulement quand c'est du feedback positif, mais aussi quand c'est du feedback critique. Et puis, le dernier, c'est strive for results, faire en sorte que les gens, justement, se comportent de manière beaucoup plus orientée résultat dans le quotidien. Ça n'a pas mal marché, je dois dire, mais nous nous sommes heurtés, aux éléments dont je vous ai parlé dans la dia précédente, et notamment à l'organisation, à la rigidité de l'organisation et à la résilience d'une organisation qui était plutôt un frein au changement. Et donc, nous avons décidé à un moment donné de changer fondamentalement notre stratégie et nous avons démarré un programme en interne, d'abord avec un directeur de programme que nous avons engagé à cet effet à l'époque. Et le premier boulot a été de faire un exercice relativement au départ opérationnel avec une bonne dizaine de volontaires, des gens qui viennent de tous les horizons dans l'entreprise, toutes positions dans l'entreprise, pas seulement des managers. Et si vous voulez, on a mis à la disposition de ces personnes tous les éléments de stratégie dont nous disposions,
toutes nos études de marché, tous les travaux que nous avions faits avec le conseil d'administration, toutes les réflexions que nous avions menées sur nos clients, sur notre raison d'être, sur notre rôle sociétal, etc., etc. Et nous leur avons demandé si vous deviez, vous, définir l'entreprise idéale pour atteindre nos objectifs et pour pouvoir dérouler notre stratégie, à quoi cela correspondrait-il? Et en fait, ils ont défini en une semaine une organisation avec un format basé sur des modèles de services. Il y a en fait 4 modèles de services et ces modèles de services tournent autour du client. Il n'y a pas un client, il y a un certain nombre de clients différents qu'ils ont regroupés avec des comportements attendus et ils ont développé des services, des modèles de services qui sont, si vous voulez, de nature à répondre de manière très spécifique aux attentes de ces 4 groupes de clients. Ils ont défini ça dans un cadre d'autonomie, évidemment, mais autonomie avec une particularité, c'est cette autonomie multidisciplinaire, finalement. Ce sont des équipes qui sont autonomes, mais ce sont aussi des équipes multidisciplinaires. Et donc, ils ont rêvé une entreprise qui fasse table rase de toutes les entités juridiques et qui puisse travailler de manière transversale. Et puis, ils ont rêvé aussi d'un autre mode de fonctionnement. On ne parlait pas à l'époque de code de gouvernance, mais un autre mode de fonctionnement qui soit beaucoup plus participatif. Non pas exigeant une co-gestion, mais proposant de manière assez empirique une nouvelle forme de dialogue dans l'entreprise avec le management. Et ils sont venus présenter cela au comité de direction. Ça a été une présentation d'1h30, si je me souviens bien. Et quand ils ont eu terminé, on s'est regardé au sein du comité de direction, on a dit, on commence quand? Et donc, ils ont été assez surpris. Mais si vous voulez, on ne devait pas se concerter. Le geste était tellement beau et les purs étaient tellement fidèles à ce que nous voulions en termes stratégiques. C'était tellement logique en termes de construction qu'on ne devait pas réfléchir et on savait évidemment qu'il y aurait énormément de choses à adapter en cours de route. Mais on avait la base. On avait la base et cette base, on l'a développée. Et on a travaillé, si vous voulez, dans la transformation, on a travaillé autour de 4 axes. Et le premier, c'est la culture. Et cette culture, on veut vraiment qu'elle parte du client, que ce soit une culture d'entrepreneur, que ce soit une culture tournée vers le résultat, que ce soit une culture où il y a un vrai challenge entre les personnes. Et on veut aussi 2 choses très importantes. C'est que à côté, si vous voulez, de cette bienveillance qui est dans nos gènes depuis 75 ans, il y ait un niveau d'exigence qui s'inscrit. Je dis bien à côté, pas à la place. La bienveillance et l'exigence sont des choses qui vont de pair. On peut être extrêmement bienveillant et très exigeant vis-à-vis, par exemple, de ses enfants. Et cette exigence, ce n'est pas nécessairement une exigence de qualité parce que nous avons des experts qui sont reconnus. J'aime à dire que notre guide social est dans tous les tiroirs chez tous les concurrents. Donc nous avons une expertise qui est reconnue. Ce n'est pas une question de qualité, c'est une question d'approche, de manière de travailler et de symbiose avec le client pour mieux comprendre son business et pour être beaucoup plus orienté résultat dans ce que nous faisons. Et donc, cette exigence, si vous voulez, elle n'est pas sur la qualité intrinsèque des recommandations ou du travail, elle est plus sur le résultat à atteindre. Ne plus gérer des processus, mais travailler vers un résultat à atteindre. Élément extrêmement important par rapport à cette transformation culturelle, on veut qu'elle soit authentique. Authentique, ça veut dire que nous sommes tous persuadés qu'on ne peut pas transformer cette culture d'un coup de baguette magique. Même si on s'est mis pour objectif de dérouler tout le projet en 2 ans, 2 ans et demi en fait en réalité, on se rend bien compte que cette culture, elle ne va pas changer fondamentalement en 2 ans et demi. On doit embarquer, si vous voulez, ce qui est notre ADN et le faire évoluer. Et donc cette authenticité dans la transformation, elle est très importante.
Nous avons la gestion des talents. La gestion des talents est une deuxième dimension, à deux égards au moins. Le premier, si vous voulez, c'est que dans une nouvelle organisation qui est dans un environnement très changeant, il y a par nature des fonctions qui viennent s'ajouter à celles que nous avons de manière historique. La digitalisation crée évidemment un certain nombre de nouveaux métiers et la digitalisation est embarquée dans toute cette transformation d'organisation et de transformation culturelle. Mais il y a aussi au niveau des talents toute la nécessité d'adopter des nouveaux comportements, et notamment pour nos leaders. C'est un grand défi de passer du leader qui tire sa légitimité soit de sa position hiérarchique, soit de son expertise, soit d'une combinaison des deux, pour arriver vers un leader qui est un leader inspirant et qui va beaucoup plus travailler sur le sens, qui va beaucoup plus donner des objectifs clairs que d'imposer des objectifs et de dire à ses collaborateurs comment ils doivent travailler pour les atteindre. Et donc, ce travail sur les talents à tous les niveaux de l'entreprise, bien entendu, mais particulièrement au niveau des managers. Et la troisième chose qui est importante aussi, c'est que dans une gouvernance collaborative, on va progressivement abandonner ce qu'on appelle les fonctions pour évoluer vers des rôles, sachant que, et c'est là tout l'attrait aussi pour nos collaborateurs, les collaborateurs pourront avoir plus qu'un rôle dans l'entreprise, ils pourront avoir plusieurs rôles en fonction de leurs affinités et évidemment aussi de leurs compétences. Troisième dimension, c'est l'organisation. Nous passons d'une organisation pyramidale hiérarchique en une organisation collaborative dans des cercles. Et donc, c'est évidemment un changement majeur dans l'organisation de l'entreprise, puisque tous ces cercles sont amenés à collaborer entre eux, avec le quatrième élément qui est évidemment crucial, c'est toute la gouvernance qui est aujourd'hui écrite et bétonnée dans un code de gouvernance. Ce code de gouvernance, il a la particularité qu'il n'a pas été écrit par le management, mais bien par l'ensemble des collaborateurs, ou en tout cas des représentants des collaborateurs qui participent aujourd'hui dans les faits, dans la pratique, à cette expérience de gouvernance collaborative. Et là, je veux vraiment dire que, parce que c'est très important, ça a été d'ailleurs un élément déterminant pour convaincre notre conseil d'administration, quand on parle de gouvernance collaborative, on ne parle pas de liberté dans l'organisation. On parle parfois d'entreprise libérée, je n'aime pas trop cette expression parce qu'elle pourrait faire penser qu'on crée une structure qui décide de ce qu'elle veut décider. La gouvernance collaborative, en tout cas telle que nous la mettons en place chez Partena, c'est quelque chose qui est extrêmement cadré par la raison d'être de l'entreprise, par la raison d'être des cercles qui composent l'entreprise, et dont le code de gouvernance spécifie la façon dont on va travailler ensemble. C'est quelque chose qui est partagé aussi dans l'entreprise et qui est visible de tous. Et donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très important. C'est donc pas la liberté, la gouvernance collaborative, c'est un cadre bien défini dans lequel on a des règles. Et by the way, j'en profite aussi pour dire, ce n'est pas une décision au consensus, cette gouvernance collaborative, c'est plus une organisation dans laquelle on a bien défini les rôles et les responsabilités, et chacun est encouragé, est obligé en fait, au sein de sa responsabilité, de prendre les décisions dans le périmètre de ses responsabilités, avec prise d'avis, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, cette prise de décision est quelque chose d'extrêmement fort dans l'organisation. Et au niveau le plus granulaire, c'est le niveau individuel. Donc, on n'est pas, si vous voulez, dans des collectifs qui déterminent eux-mêmes le cours de leur stratégie. On est dans quelque chose qui est bien cadré. La transition, on la veut la plus courte possible parce que vous pouvez imaginer qu'au quotidien, pour nos managers, c'est parfois compliqué. On a aujourd'hui, nous sommes une entreprise de 1600 collaborateurs.
on était au mois de début septembre avec 250 collaborateurs qui étaient effectivement passés d'un point de vue opérationnel dans la gouvernance collaborative. Depuis la mi-septembre, début octobre, nous sommes avec 250 collaborateurs de plus. Donc, nous sommes aujourd'hui un bon 500 en gouvernance collaborative, avec l'objectif d'avoir toute l'entreprise qui est entrée en gouvernance collaborative au 31 décembre 2021 et d'avoir terminé l'implémentation au printemps 2022. Donc, c'est un rythme assez soutenu. Alors, ça paraît peut-être long. C'est très compliqué d'aller plus vite parce que l'accompagnement est crucial dans la mise en œuvre. Si on ne passe pas suffisamment de temps avec les gens pour expliquer le pourquoi, le comment, si on ne leur donne pas la chance de faire leurs armes et en les accompagnant dans ces gouvernances collaboratives, notamment dans la manière dont ils organisent leurs réunions, etc., si on ne les accompagne pas, on n'arrivera pas à faire la rupture que nous voulons réaliser. Et donc, on doit prendre ce temps. D'un autre côté, plus ce sera court, mieux ce sera pour éviter justement cette dichotomie chez pas mal d'entre nous qui sommes les deux pieds dans deux organisations différentes. Concrètement, on est là dans un exercice budgétaire, hein, puisqu'on est au mois d'octobre, bientôt au mois de novembre. Et donc, on a oui, deux techniques de développement du budget. Ça génère pardon, de la complication, ça génère aussi des coûts, ça génère des frictions. Et donc, le plus vite possible, plus on aura terminé rapidement, mieux ce sera. Je vais passer très rapidement sur les résultats, mais je crois que c'est quand même très important. Ici, vous voyez le pilote 1 et le pilote 2. Vous voyez le Net Promoter Score. Le Net Promoter Score, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est donc le taux net d'avocats de la marque de Partenac. Quels sont les promoteurs de la marque? Et donc, un bon score de promoteurs, ben, on dit que c'est toujours entre 0 et 30. Ici, nous avons dans le pilote dans son entièreté, le premier pilote, nous sommes passés à un score de plus 1 avant le démarrage du pilote, à plus 26 à la fin du pilote, lorsque nous avons mesuré. Dans le pilote 2, on était à 0, on est passé à plus 9. J'ai vu même une équipe qui est passée de plus 12 à plus 50. Donc, 50, c'est quelque chose d'assez exceptionnel en termes de Net Promoter Score. Si on mesure le taux de satisfaction des employés et la mesure dans laquelle eux-mêmes sont les promoteurs de leur employeur, on voit que ceux qui sont en gouvernance collaborative sont à plus 5, alors que ceux qui sont en dehors de la gouvernance collaborative sont à moins 12. Dans le INPS, un bon score, c'est entre moins 10 et plus 10. Et donc, on voit qu'il y a une évolution majeure, même s'il reste, je vous l'accorde, encore de l'espace d'amélioration. Voilà, je voulais partager avec vous trois valeurs qui me sont chères, qui sont des valeurs personnelles, que je me suis forgé à la lecture d'un livre il y a de très nombreuses années. C'était Valeurs et modernité d'Alain Perfit. Et ça fait 25 ans en fait que j'ai lu ce livre et ces trois valeurs, je me les suis appropriées, si vous voulez, à l'époque, et elles m'ont accompagné au travers de ma carrière. La première, c'est la confiance. Je pense que tout un chacun mérite qu'on lui fasse confiance. Et donc, mon point de vue personnel, c'est quand on accepte un nouveau collaborateur dans l'entreprise, c'est parce qu'on croit en lui et que donc, il faut lui donner toutes les chances de réussir. Et le premier atout dont il a besoin, c'est la confiance en lui. Et donc, je pense que c'est très important de leur dire cela. Et je fais en sorte que nous ayons, avec les RH, que nous ayons vraiment une séance en one-to-one ou en one-to-few avec toutes les personnes qui commencent dans l'organisation, de façon à pouvoir expliquer justement cette confiance. La deuxième, c'est le corollaire qui est la responsabilité, corollaire qui est évidemment très important parce que sans responsabilité, la confiance
dégénérerait, n'est-ce pas, dans quelque chose qui est naïf et probablement dangereux. Et la troisième, c'est le respect. Ma devise est en effet que l'expérience, c'est la somme de nos erreurs. Et donc, je pense que quand quelqu'un fait une erreur, il faut d'abord voir s'il est dans un trajet d'apprentissage avant de sanctionner ou même de réprimander. Je pense que c'est très important de faire comprendre aux collaborateurs à qui on demande justement de se comporter comme des entrepreneurs et de prendre des initiatives. Je pense que c'est très important qu'ils sachent qu'ils ont notre respect, même en cas d'erreur. Je voulais ajouter deux choses, c'est que pour faire toute cette transformation, on a dû faire aussi une transformation sur nous-mêmes, et donc il y a pas mal de fonctions évidemment dans le management qui ont été remplacées ou enrichies, notamment au niveau des ressources humaines, puisque nous avons une nouvelle DRH qui accompagne le trajet avec notre directeur de programme. Et nous nous sommes fait aussi accompagner par Fusis sur l'ensemble du trajet. Fusis participe à l'événement et, comme le disait Luc tout à l'heure, Laurent, un des partenaires fondateurs de Fusis, nous parlera de son expérience la semaine prochaine. Voilà, j'espère que le contenu était pertinent et j'attends maintenant vos questions. Merci beaucoup, Michel. C'était très clair, en tout cas, de mon point de vue. J'avais une question et je vois qu'Axel a la même, donc je vais lui demander d'unmuter, comme on dit, son micro, puisque moi, en fait, ce qui me passionne dans l'histoire de Partena, c'est de comprendre quelles sont les difficultés du passage à l'échelle. On avait abordé ce sujet-là aussi avec Ludovic Cinquin, le patron d'Octotechnologies, qui est avec nous ce soir. Je remercie au passage Ludovic. Et Axel, si tu veux compléter la question avec ta formule. Oui, bonjour. Et te présenter, by the way. Ouais, merci. Donc, bonjour, je m'appelle Axel Zimmer. Je suis associé d'un cabinet qui s'appelle Fabrique et qui connaît bien en fait Fusis et un tout petit peu Partena de très très loin. Et on est dans le même domaine d'activité. Et ma question, c'est, vous êtes une des entreprises pionnières à vouloir vraiment faire la transformation complète de la totalité de l'activité. Vous êtes, si je comprends bien, peut-être un peu plus de mi-chemin ou quelque part sur le chemin. Aujourd'hui, c'est quoi le ou les 2-3 plus grands défis que vous rencontrez, qui peuvent être soit des défis structurels, mais ça peut aussi être des défis sur le plan comportemental ou de changement de pratique, mais ça peut être dans l'un ou l'autre champ. Mais c'est quoi les endroits qui vous empêchent de dormir la nuit, si tant est que c'est le cas, dans ce chemin? Voilà. Mais je dirais qu'il y a un aspect fondamental dont j'ai parlé, qui est la culture. Le défi informatique est souvent positionné comme le premier défi dans nos industries, particulièrement l'industrie financière. Je crois que le premier défi d'une transformation, c'est la culture. Non pas que la culture soit mauvaise, elle est juste inadaptée à l'évolution accélérée dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Et donc, le premier défi, c'est vraiment la culture et faire comprendre que on n'a pas le choix de se transformer, on n'a pas le choix de devenir des entrepreneurs si on veut réussir à continuer à livrer le service à nos clients et si on veut réussir à continuer à grandir. Donc ça, c'est vraiment, c'est compliqué si vous voulez, parce qu'il faut que les gens soient vraiment mis en situation. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure d'un programme de leadership qu'on a mis en place à partir de 2017. Ça a été une très belle expérience. On avait des fiches qui décrivent les comportements attendus, etc. Mais aussi longtemps que vous n'êtes pas dans la piscine, vous ne savez pas ce que c'est de nager. Et donc, il faut vraiment exposer les gens à la situation et ça prend du temps. Et donc, ça, c'est le deuxième défi, c'est le défi d'organisation. C'est que même si au départ, évidemment, nous avons été accompagnés par Fusis dans les premiers travaux, etc., nous avons formé en interne des coachs,
Nous avons une structure projet qui est quand même assez costaude, avec plus de 10 personnes qui travaillent quotidiennement au projet. Mais le déroulé, ça prend du temps. L'installation d'un cercle, ça prend du temps. Il faut expliquer la gouvernance, il faut faire réfléchir le cercle à sa propre raison d'être, il faut faire réfléchir le cercle à la distribution des rôles. Il faut ensuite rôder le cercle dans son fonctionnement en gouvernance collaborative. Le cas échéant, il faut l'intégrer dans le groupe d'autres cercles. Et donc ça prend du temps. Et le déroulé, si vous voulez, c'est ça le gros défi, c'est de maintenir le rythme sans faire de concession à la qualité. Et donc, ça demande du temps, ça demande des gens. Et à un moment donné, nous sommes convaincus que nous devons pouvoir gérer ça de manière de plus en plus autonome. Je veux dire par là, pouvoir nous passer des services d'un accompagnant externe. Et donc, ça demande beaucoup d'efforts en interne pour avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Merci. Suzanne? Oui, donc moi j'avais une question parce que vous avez dit qu'une chose qui est clé et dans le changement de culture que vous mentionnez, c'est cette prise de responsabilité et que j'imagine que c'est pas en donnant une formation de leadership que ça se passe. Donc vous avez dit qu'il faut mettre les gens dans le bain. Donc qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour encourager la prise de responsabilité? Qu'est-ce que vous faites pour que ça se passe et que les gens se lèvent et prennent cette responsabilité, qui n'étaient pas leader avant ou manager avant? Ça, c'est une excellente question parce que c'est vraiment la clé de la transformation. Et donc, en fait, la première chose à faire, c'est de clarifier la responsabilité parce qu'on se plaint souvent que les gens ne jouent pas leur rôle, qu'ils ne prennent pas les responsabilités, qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs, mais leur a-t-on jamais bien expliqué ce qu'on attendait d'eux? Et donc, personnellement, je trouve que c'est un exercice avec une énorme valeur ajoutée. C'est cet exercice justement de la fixation des objectifs de manière claire, précise, concrète, mesurable. Et donc, le premier grand défi dans l'installation d'un team en termes de business, c'est justement de fixer avec eux leurs objectifs. Et là, on voit que de manière naturelle, quand on explique pourquoi on fait cette transformation et pourquoi les objectifs sont importants, et on voit que les gens ont en fait une tendance naturelle à se challenger eux-mêmes. Et donc, on a vu ça, c'était dans le premier pilote. On parlait par exemple de la rétention des clients, et si on avait un taux de rétention qui était fixé à 97%, ils disaient nous, on va faire 98%. Et donc, cette discussion sur la fixation de l'objectif est super importante. Et la deuxième chose, c'est vraiment le dialogue que l'on peut avoir avec les gens en situation, et c'est cette culture du feedback. Et introduire ce feedback dans l'organisation est quelque chose de compliqué parce qu'il y a des barrières, il n'y a pas cette culture naturelle du feedback transparent. Quand c'est positif, ce n'est pas difficile. Quand c'est critique, c'est plus compliqué. Et là, le nouveau manager, ce qu'on appelle dans la gouvernance collaborative, il y a beaucoup de rôles, mais le nouveau manager, le lead link, entre autres, joue un rôle important dans cette transformation. Ce n'est pas lui nécessairement qui doit donner le feedback, il peut le faire comme tout le monde, bien entendu, mais il doit vraiment inciter le groupe à trouver lui-même les bonnes solutions, à trouver lui-même les réponses à ses problèmes pour justement délivrer le résultat attendu. Et ça, je ne vous cache pas que c'est un gros défi parce que c'est facile à expliquer au quotidien. Il faut trouver les bonnes personnes pour le faire. Tous les managers ne sont pas nécessairement dans la possibilité de jouer ce rôle dans le cercle. Et puis, à un moment donné, si vous voulez, oui, il faut partir d'exemples concrets, sachant qu'à un moment donné, vous lâchez les cercles dans l'opérationnel
Et il faut vraiment avoir la certitude qu'ils ont un cadre, une référence suffisamment solide pour pouvoir se gérer en autonomie. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question. Oui, enfin, je pense que c'est vraiment, vous dites, c'est pas, genre, impliquer les gens dans la pose des objectifs et que aussi, genre, la culture de feedback. Moi, peut-être, je pourrais relayer une autre, hein, c'est que j'imagine que comme vous n'êtes pas encore enfin, à 100% avec la gouvernance distribuée, il y a justement cette question d'autorité. Donc, genre, avec la responsabilité, il y a aussi l'autorité. Et comment vous l'avez géré, ou bien comment vous le gérez, parce que vous avez certainement encore un fonctionnement hybride avec la direction et des cercles ou bien des équipes qui sont encore gérées par des managers et d'autres non. Donc, comment vous avez géré celle-ci? Donc, je pense que la responsabilité, c'est aussi avec la venue de l'autorité. Comment vous l'avez fait? Que les gens voilà, savaient quelle est leur liberté de décision. Donc, à part mettre les objectifs, comment vous l'avez géré ou comment vous le gérez actuellement? Ça, c'est un travail individuel. Là, je vais parler de mon cas personnel. C'est extrêmement compliqué quand on a été formaté. Moi, ma première expérience, Luc l'a signalé, j'ai travaillé pour une multinationale anglaise, British Electric and Traction, cotée à Londres. Oui, on était aux antipodes, évidemment. Ça a été mon biberon, si vous voulez, mes 10 premières années dans l'industrie. Je l'ai passé chez les capitalistes convaincus et acharnés. Et donc, j'ai été formaté à cela. Et donc, quand la situation dérape, à mon sens, moi en premier, j'ai tendance à m'immiscer, j'ai tendance à décider, parce qu'évidemment, j'ai l'expérience. Hein. À mon âge, on a tellement de kilomètres au compteur, donc on va l'expliquer, on va gagner du temps. Hein. Et donc, on doit tous comprendre que non, on ne gagne pas du temps, on gagne quelques minutes à ce moment-là, mais on perd le temps du futur, si vous voulez. Et donc ça, c'est un travail qu'on doit faire vraiment sur soi-même et on est accompagné. Il y a des coachs pour nous challenger là-dessus. C'est quelque chose que l'on veut intensifier, dont on discute d'ailleurs dans les prochains jours, pour faire cet accompagnement. Comme je le disais tout à l'heure, on attend que cette autorité, elle fasse place à de l'inspiration. L'inspiration, comment? Justement, d'abord en fixant des objectifs très clairs. Et ces objectifs, ils sont cascadés par la gouvernance collaborative. Et deuxièmement, en expliquant constamment le pourquoi. Les gens qui comprennent le pourquoi, dans la grande majorité, sont motivés et sont extrêmement efficaces. Et donc, c'est vraiment un exercice, un travail personnel que chacun a dû faire. Alors, au sein du comité de direction, ça, c'est la première chose que j'ai supprimée, c'est le comité de direction. On a fait ça l'année dernière à la rentrée des vacances. Le pilote était déjà démarré, mais on a supprimé le comité de direction en tant que tel. Alors, il y a encore certains directeurs qui sont toujours là et qui ont encore quelque part le titre de Chief Information Officer, etc. Mais on n'a plus de comité de direction en tant que tel. On a un cercle d'ancrage dans lequel on a défini des rôles. Et ces rôles ne sont pas nécessairement des rôles fonctionnels. Et donc, le cercle d'ancrage, qui est le cercle englobant, est là pour transposer la stratégie du conseil d'administration dans une stratégie compréhensible par l'ensemble de l'organisation et pour motiver l'organisation, faire comprendre et motiver l'organisation à rentrer dans cette raison d'être de l'entreprise et non plus pour expliquer comment il faut faire. Et donc ça, c'est une grande différence. C'est de justement expliquer le pourquoi et donner un objectif clair. Et être là, mettre son expertise, son expérience à disposition chaque fois qu'elle est pertinente. Mais c'est un gros travail. Et là, je dois dire que la culture du feedback entre nous est très importante. J'ai des collègues qui sont d'ailleurs dans le call,
qui n'hésitent pas à me dire là, Michel, hein, bon. Et donc, nommément d'ailleurs, quand on a fait l'analyse des risques, de la transformation, hein, parce que bon, c'est quand même c'est un énorme programme, donc il y a évidemment des risques et on a essayé de les identifier. Et ça avait été décrit nommément comme un risque, c'est que l'ensemble de l'organisation continue, et le CEO en premier, hein, continue à adopter des comportements qui sont inappropriés, en fait. Voilà. Donc, il faut se challenger et il faut faire un travail sur soi-même. Merci beaucoup. Sophie Duval ou Jean-Yves Reynaud, si vous voulez prendre la parole et vous enlevez votre mute. Oui, bonjour, c'est Sophie. Bonjour. On ne vous entend pas, Sophie. Non, je n'entends pas Sophie. Non. Et La donc, moi, je connexion voulais est très savoir mauvaise. pourquoi vous êtes pour moi. Ouais. De quoi êtes-vous le plus fier dans cette mise en œuvre? C'est ce que je lis dans le chat. Ça doit être pas loin de la question posée. De quoi je suis le plus fier ou nous sommes le plus fiers? Êtes-vous le Je plus crois que fier? je suis très fier du résultat atteint avec cette équipe, ce noyau qui s'est inscrit très vite dans le changement et avec ces managers qui ont décidé, qui ont parié sur l'avenir. Et donc, après avoir supprimé le comité de direction, on a ajouté, si vous voulez, un cercle opérationnel. Et ce cercle opérationnel est au cœur de la transformation. Et je suis très fier de la façon dont il fonctionne. C'est un énorme pari d'embarquer des gens dans un trajet de transformation et de voir que même dans des conditions extrêmement sévères, parce qu'on avait prévu beaucoup de choses, on n'avait évidemment pas prévu le Covid ou la Covid. Et donc, ça nous a fortement compliqué la tâche. Mais même au travers de difficultés majeures comme celles que nous vivons aujourd'hui, que nous avons vécues au printemps, il y a une très forte résilience dans cette équipe. Et je suis assez heureux de la façon dont cette équipe, avec l'équipe de base du départ, inspire l'organisation. Et je suis non seulement très fier, mais très confiant sur la résilience de ce groupe de personnes pour conduire la transformation, pour accompagner la transformation jusqu'à son terme. Alors la deuxième question de Sophie, c'était par quoi avez-vous remplacé le CODIR ou le COMEX, puisque on a bien compris qu'il était... Oui, par le cercle englobant. Donc c'est ce qu'on appelle le cercle d'ancrage, dans lequel nous avons défini un certain nombre de rôles. Il y a par exemple des rôles de veille marché, il y a certains rôles fonctionnels qui sont logés, notamment la gestion ou la coordination financière. Il y a un rôle sales et marketing, il y a évidemment un rôle RH, il y a évidemment un rôle la transformation. Et donc, nous avons, si vous voulez, transformé la pointe de la pyramide en cercle englobant. Ça paraît cosmétique, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que du cosmétique, notamment, par exemple, dans l'exercice budgétaire. Aujourd'hui, le CFO est beaucoup plus dans la position d'accompagner tout le processus, faisant en sorte que le budget se construise au départ de la base, plutôt que de piloter le processus top-down. C'est un exemple. On est bientôt à la fin. Merci de la part de Sophie. Je ne sais pas si Jean-Yves est toujours Et est-ce que le droit à l'erreur fait partie de la performance? Ça, c'est une excellente question. Et ma réponse est paradoxale, en fait. Et ce n'est pas une réponse de Normand.
quelque part, Vous n'avez pas oui. l'accent. Non, non. Quelque part, oui. Mais c'est un des travers de notre culture. C'est que cette bienveillance dont j'ai parlé tout à l'heure, elle peut parfois évoluer vers de la complaisance. Oui. Et on tolère des comportements non appropriés ou Ouais. un manque de résultats. Et à contrario, parfois, dans les pyramides, l'erreur n'est pas tolérée. Et donc, très vite, on en arrive à des stigmatisations de personnes, de comportements. Et donc, c'est très ambigu, en fait. On n'est pas du tout libéré par rapport à cette problématique. Et donc, l'idéal, ce serait d'arriver, évidemment, à ce que l'on dise, bon, voilà, je me mets un objectif clair, je peux faire des erreurs pour arriver à mon objectif, je ne serai pas sanctionné, mais l'exigence, elle reste sur les résultats. Ok. Ça, voilà, c'est un trajet. Merci. Merci Jean-Yves, merci Michel Allais. Cet échange et ce Thriving était passionnant. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là pour respecter l'horaire que l'on s'est donné. Merci à Suzanne Abischer qui co-anime avec moi To the Next Gen Enterprise Net et qui co-animera également le sommet le 26 et le 27 novembre prochain. J'espère que vous serez tous avec nous pour ce moment exceptionnel. Et la veille pour la remise des awards, je vous rappelle aussi que le 9 novembre, nous faisons une séance de dédicace du livre L'entreprise nouvelle génération au Vojo Madeleine à Paris à partir de 17h30 et que bien mardi prochain, on va se régaler. Et ce sera dans la belle continuité de cette séance de Thriving avec Michel Allais, puisque nous accueillerons Laurent Ledoux. Alors, ce sera en anglais. Donc, Suzanne sera à la manœuvre avec moi pour animer cette séance avec Laurent Ledoux, qui est associé du cabinet Fusis, qui a une grande expérience aussi dans le déploiement à l'échelle des gouvernances collaboratives ou partagées, ou distribuer. Enfin, il y a beaucoup de dénominations qui convergent vers ce type de gouvernance que nous appelons de nos voeux et qui doivent passer à l'échelle aussi dans le paysage économique. Voilà, donc inscrivez-vous pour le Thriving de la semaine prochaine qui sera en anglais avec Laurent Ledoux, comme d'habitude, entre 5h et 6h de l'après-midi. Je vous remercie toutes et tous. Bravo, Monsieur Allais. Très belle soirée. À bientôt. Merci à vous, bonne soirée. Émilie, tu as le droit de libérer ta playlist. Salut à tous.